La Starac. Oui, bonjour, ça va? La Starac. Comment une télé-réalité chipouille est devenue en 25 ans un pilier intergénérationnel de la télévision française? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui à travers l'histoire de cette émission culte, et on verra au passage comment le sourcil de Nikos est devenu le prochain sommet à gravir pour Inoxtag. La Starac, elle est née avec l'apparition de la télé-réalité moderne. C'était dans les années 90 aux Pays-Bas. Ouais, par une fois, c'est pas les Américains qui sont responsables de ces conneries, donc lâchez-leur le callback un peu, ok? Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. En 1999, un producteur de télévision qui s'appelle John de Mol, et non pas John de Mimol, il va créer la société de production Endemol et l'émission Big Brother. 16 candidats filmés 24 heures sur 24 dans une ville la coupée du monde, éliminés chaque semaine par le vote des téléspectateurs. Énorme flop. Pas du tout, ça marche du feu de Dieu. Et c'est même une révolution de la télévision internationale, et à partir de là, ils vont se mettre à vendre des versions de Big Brother absolument dans le monde entier. Tous les pays voulaient leur propre version du show. Et en France, avec nous, l'histoire, elle est un peu marrante. Au tout début des années 2000, il y a 2 chaînes de télévision qui sont en capacité d'accueillir ce programme sur leur antenne, TF1 et M6. Mais ils vont pas se battre pour récupérer l'émission. En fait, ils vont se réunir en secret et se dire: ah, TF1, t'as vu, c'est quand même bien de la merde leur émission en néerlandais là. Ouais, putain, je suis d'accord, M6, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quoi cette télé poubelle à la con? Personne devrait infliger ça aux Français. Ok, on va faire un pacte. Personne achète ce truc, ok? Allez, vendu, serre-moi la pince. Ça a tenu 2 semaines. Et c'est M6 qui va récupérer le bousin. Et vu qu'en France, on n'aime pas du tout faire comme tout le monde, ici, ce sera pas Big Brother France, mais Love to Story. Et comme dans tous les autres pays du monde, ça va complètement révolutionner la télévision dans le pays, et ça va être un cataclysme télévisuel. Ça va exploser les audiences M6 qui vont atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Au passage, ça va ouvrir un énorme sujet de société, un débat national pour dire: attendez, qu'est-ce qu'on fait avec nos émissions de télé? C'est n'importe quoi. Mais ça va surtout ouvrir la porte à plein d'autres émissions de télé-réalité dans le genre, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, la Star Academy. Et là aussi, c'est un programme adapté de chez ces petits malins de Endemol. Mais cette fois, c'est TF1 qui va le prendre. Excusez-moi, monsieur Demi-Moll, vous auriez pas une autre émission à nous vendre là? Parce que M6, ils nous ont bien baisé la gueule avec leur histoire de Big Brother. Yes, nous avons Big Brother, sauf qu'ils chantent dedans. Ouais, le pitch à la base, il est vraiment aussi con que ça, hein. De toute façon, Big Brother, c'est la pâte à pizza de la télé-réalité. C'est-à-dire que t'as la base et après tu mets ce que tu veux dessus pour varier un petit peu les goûts. La Starac arrive donc sur TF1 le 20 octobre 2001 et les débuts sont... comment dire? Difficile? Rétrospectivement, le premier prime de l'émission a été une catastrophe. Entre les bugs, le stress et les couacs en tout genre, rien n'allait. Et en plus, le premier prime, il était rempli d'idées, mais complètement débiles. Par exemple, je sais pas pourquoi, mais pour le tout début de l'émission, ils se sont encombrés à faire venir en plateau 50 candidats. 50 pour 16 places au château. Ils ont fait venir 34 mecs pour rien du tout. Ils se sont déplacés, ils ont pris le train, ils ont bloqué même leur semaine entière juste pour faire 2 heures de figuration et se faire dégager par Nikos. Nikos d'ailleurs, parlons-en, parce qu'à l'époque c'était un rookie. On a l'habitude de le voir présenter tout et n'importe quoi en légende, ce gars-là. Mais la Starac, c'était sa grande première en tant que maître de cérémonie d'un truc aussi gros. À la base, c'était un journaliste. On est allé le chercher, il présentait les infos la nuit sur TMC. Donc il était en stress, genre oral du bac puissance 10. On verra aussi Florent Pagny, puisque c'était le parrain de cette première émission, mais il s'attendait pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'il a découvert en direct le concept de télé-réalité, il était presque choqué. Et quand il a vu la première émission, il s'est dit: oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est ça votre télé des années 2000? Télé poubelle ou quoi là? Moi je veux pas participer à ça, hein. Ah, je peux vous dire qu'après ça, on l'y reprendra plus, le Florent. Plus jamais il mettra un pied sur une émission de télé-réalité. Après le prime arrivent les premières émissions quotidiennes qui sont diffusées en journée vers 18h, et là on se rend compte que la Star Academy c'est juste Love to Story avec 2-3 chansons par-ci par-là. Les premiers jours, la quotidienne c'est pas des trucs du genre bienvenue à votre premier cours de chant lyrique, mais plutôt... Et alors que Jean-Pascal et Jennifer passent une soirée en amoureux au restaurant, les élèves de la Star Academy, ils se morfondent un petit peu au château, ils sont loin de leur famille, image. Vraiment la ressemblance avec Love to Story, elle est troublante. Les 2 émissions avaient exactement les mêmes codes. Déjà parce que c'est la même production, c'est les mêmes gens qui faisaient les 2 émissions, donc c'est normal. Et en plus, TF1, c'est un peu ce qu'ils voulaient en fait. Ils se sont fait doubler par M6 avec le Loft, donc eux ils voulaient leur propre Loft made in TF1. Donc cette histoire de cours artistique au début, si tu veux... Comment ça, cours de danse? Nous on devait filmer Jennifer et Jean-Pascal dans la piscine. Avec des audiences plutôt timides au début, la production va décider de réajuster la balance entre télé-réalité pure et dure et émissions de chant, en mettant plus de cours à l'image. Et ça va marcher, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont adhérer
adhérer au programme et qui vont se mettre à s'attacher aux candidats. Le mélange du parasocial de la télé-réalité avec l'admiration plus classique pour un chanteur, ça va être super efficace et rapidement on va voir deux chouchous apparaître dans cette première saison, Jennifer et Jean-Pascal. Surtout Jennifer d'ailleurs, qui remportera la finale devant 14 millions de téléspectateurs, c'est une audience absolument titanesque. Pour vous donner un ordre d'idée, la finale de la Coupe du Monde 98 quelques années plus tôt, c'était 20 millions. Bon, après un tel succès, TF1 il serait bien con d'arrêter. Du coup, ils vont rapidement commander une deuxième saison qui va commencer à être diffusée seulement 9 mois plus tard. Et là, c'est parti. La Starac, ça va devenir un pilier de TF1 pendant presque 10 ans. L'émission, elle était super pratique pour TF1. Ça faisait des audiences de fou, c'était à l'antenne presque tous les jours, 4 mois par an, et ça avait surtout l'avantage d'être beaucoup plus classe qu'une simple télé-réalité bête et méchante. Le Loft, ça marchait, mais les gens ils regardaient ça avec une certaine curiosité, un certain mépris. Là où pour la Starac, le côté télé-réalité va être beaucoup plus maquillé. Déjà dans la quotidienne, les élèves ils vont pas vivre dans un plateau télé qui est bêtement déguisé en villa, mais dans le château des vives eaux de Damary-les-Lys en Seine-et-Marne, bâti au XVIIIe siècle dans un style néo-gothique par l'illustre architecte Jacques Gondouin. C'est quand même vachement plus classe qu'un parking à la plaine Saint-Denis, hein. Et l'énorme avantage de la Starac aussi, c'est que quand tu fais ton prime en fin de semaine, vu que c'est une émission de chant, bah tu peux inviter des artistes de fou, et ça te fait un show de malade. Ah, y a du beau monde hein, qui est passé par là. On a vu Beyoncé, Elton John, Katy Perry, Madonna, Booba, et même Johnny. C'est vendeur d'avoir autant de gros noms, mais c'était presque pas nécessaire, puisque pour beaucoup de gens, la simple présence des élèves était un argument suffisant pour regarder les primes du samedi. La preuve, c'est que énormément d'artistes qui sont passés par la Starac ont eu une carrière absolument grandiose après l'émission. Jennifer, avec ses 5 millions d'albums vendus, Nolwenn Leroy, qui a fait vibrer des chants bretons traditionnels dans la France entière, Olivia Ruiz et ses 5 victoires de la musique. Et puis, il y a eu le GOAT, le Gregory of all time, Monsieur le Marshal. Ouais, c'est Greg. 4e saison de la Starac, sans doute la plus marquante grâce à lui. Si vous ne connaissez pas son histoire, Gregory le Marshal, il est né en 1983 avec une maladie rare, la mucoviscidose, qui affecte les voies respiratoires. Mais malgré cette maladie, il va tout faire pour réaliser son rêve de devenir chanteur, et c'est pour ça qu'il participera à la Star Academy à l'âge de 21 ans, qui remportera haut la main. Et pas parce que les gens votaient pour lui en empathie à cause de sa maladie, d'ailleurs ça avait été très peu évoqué pendant sa saison, mais parce que vocalement, c'était un putain de monstre. Les pauvres qui sont tombés la même année que lui, ils avaient aucune chance de gagner. Il était injouable. C'était comme de tomber face à Gotaga à son prime sur Call of Duty. La triple avant live. Malheureusement, en 2007, il perdra le combat face à la maladie après une courte mais très intense carrière et il laissera derrière lui un vide immense. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il avait une voix exceptionnelle. S'il n'y avait pas eu cette maladie, Gregory le Marshal serait sans doute devenu l'une des plus grandes voix de la chanson française de tous les temps. Je ne déconne pas, je suis très sérieux quand je dis ça. Donc ouais, la Starac, elle a vu passer quand même de sacrées voix. Et en même temps, pas mal de brel aussi. Hein. C'est fou de se dire que dans le même programme, on a eu Gregory le Marshal et Georges Alain. Et même d'une manière générale, il y a tellement de monde qui est passé par la Star Academy, si on compte toutes les saisons jusqu'à celle d'aujourd'hui, on n'a pas moins de 173 élèves qui sont rentrés dans le château. Ah, malheureusement, sont pas tous devenus Jennifer, hein. Quoi ? Vous vous rappelez pas de Johan Fillot, première éliminée en 2005? Bah quand même, il est devenu chauffeur de bus à Angoulême. Après la saison de Gregory le Marshal, la Starac va continuer quelques années, mais malheureusement, elle ne surprendra plus. Les gens commençaient à se lasser un petit peu du concept et ça va se ressentir sur les audiences qui vont drastiquement baisser par rapport au carton des premières saisons. En plus de ça, il y a d'autres télécrochets qui vont arriver sur d'autres chaînes, notamment M6 qui va répondre avec la nouvelle star, en rafraîchissant un petit peu le concept, en enlevant encore un petit peu de télé-réalité pour proposer au final des candidats presque plus authentiques que sur TF1, dans une émission où absolument tout le monde avait sa chance. Bref, avec tout ça, TF1 ils vont tout simplement décider d'arrêter avant que le navire ne sombre et ils vont mettre un énorme stop à la Starac. Allez, c'est terminé, on rend les clés du château, tout le monde dehors, c'est fini. Et l'émission va s'éteindre comme ça, dans une espèce d'indifférence, il y aura pas trop de protestations, les gens avaient beaucoup trop bouffé de l'émission, donc il était temps que ça s'arrête un peu. L'émission maintenant, morte, va commencer à profiter d'un repos éternel bien mérité. À moins que... 4 ans plus tard, dans la brume nocturne, alors que le souvenir glorieux de la Star Academy gisait profondément au fond de son mausolée, une main opportuniste surgit du néant, et dans un éclair de folie nécromancienne, sans le moindre égard pour le repos des morts, extirpa le cadavre encore tiède de l'émission de son propre cercueil afin de la ramener à la vie. Et lorsqu'un éclair vint briser l'obscurité de cette macabre nuit, nous découvrîmes l'identité
l'identité de cet opportuniste pilleur de tombes qui n'était nul autre que... Énergie 12, ouais. À cette époque-là, la chaîne de la TNT avait déjà commencé sa phase de télé-réalité nouvelle génération avec Les Anges et Tutti Quanti, hein. Et ils vont décider donc en 2012 de nous ressortir de nulle part alors que personne leur avait absolument rien demandé, la Starac. Et désolé de faire si peu honneur à une chaîne de télé qui vient de mourir, mais la Star Academy version Énergie 12, c'était pas bien. La Star Academy nouvelle génération, c'est parti! Mais c'est super! Diffusée à partir de novembre 2012, cette nouvelle version de la Star Academy se résume rapidement en une espèce de fusion entre la Star Academy originale de TF1 et les Anges de la télé-réalité, le tout avec le budget d'un paquet de pâtes Eco+. À l'animation par exemple, on passe de Nikos à Mathieu Delormeau. Les élèves ne vivront pas dans le château mythique de Damary Lélis, mais dans un château beaucoup plus petit, dans un petit bled des Yvelines qui s'appelle Châteaufort, ça s'invente pas. Et le corps professoral va entièrement changer, et la personnalité la plus célèbre à en faire partie sera Pascal Sautens. Oui, ils ont ramené Pascal le grand frère pour faire prof de sport et coach mental. Forcément, il est venu avec ses méthodes, hein. Écoute-moi, regarde-moi. Tu n'écoutes pas les conseils, c'est pour ça que t'as mal. Allez, viens avec moi, on va régler ça en faisant une partie de paintball. Bref, le rendu général est globalement plutôt cheap. L'ambiance qu'il en ressort est très fidèle au genre d'émission que pouvait nous proposer Énergie 12 dans les années 2010. Pour la première fois à la Star Academy, un couple entre dans le château. Louis et Lorraine, les amoureux romantiques à la ville comme à la scène. Le tout avec l'aura d'un coffret Scorpio. Ils ont tous un point commun, réaliser leurs La rêves. musique fait partie de ma vie. Quand je chante, quoi, ça prend mais tout mon corps. Quand j'ai regardé les archives, j'avais vraiment l'impression de regarder les anges du FPS avec Squeezie. C'est pas un compliment, hein. Mais vas-y, je sais que c'est toi qui as pas tiré la chasse, pourquoi t'assumes pas là? Mais ma petite Kelly, je vais tirer autre chose moi. Et je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous annonçant que l'émission ne rencontrera malheureusement pas le succès escompté et que Énergie 12 ne renouvellera pas l'expérience pour une saison supplémentaire. Surprise! Peine ressuscitée, elle est vite repartie au cimetière, la Starac, hein. Et cette fois-ci, elle y restera presque 10 ans. Oui, car l'émission finira bien par renaître de ses cendres, mais proprement cette fois-ci. Et si ce retour a été possible, c'est en partie grâce à quelqu'un que nous pouvons chaleureusement remercier aujourd'hui. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements au Pangolin! Merci beaucoup! Et ouais, le Confifi permettra d'avoir un regain de popularité pour la Star Academy. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on était tous enfermés chez nous. Il y a plein de chaînes de télé et de services de streaming qui, dans un élan de générosité, se sont mis à proposer leurs services gratuitement. Et la société de production de Endemol, donc derrière la Star Academy, a décidé elle aussi de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens en proposant sur sa chaîne YouTube l'intégralité des premières saisons de la Starac. Et là, c'est le buzz. En voyant des centaines de milliers de personnes aller revoir ces vieilles émissions comme ça, et ben les gens chez TF1, ils vont tilter un truc. Oh putain, ça y est, elle est là. Quoi? Bah la nostalgie. Et à partir de là, les rumeurs du retour de l'émission vont aller bon train. Et ça va se confirmer en mai 2022 avec le lancement du grand casting pour le comeback de la Star Academy après 15 ans d'absence. Ouais, 15 ans. Putain, c'est bizarre, ils ont oublié de compter la saison d'Énergie 12. Faudrait les prévenir, hein. Le but avec ce comeback, c'est de proposer une émission moderne, mais en respectant le matériel original de la Star Academy, donc globalement le concept va vraiment pas beaucoup bouger. Ils vont même réinvestir les lieux du château de Damary Lélis, la demeure historique du programme, même si le château a pris un petit peu tarif ces dernières années. Après le départ de l'émission en 2008, le propriétaire du château, il va complètement le laisser à l'abandon total pendant presque 10 ans, ça va être un véritable spot d'urbex. Et même encore aujourd'hui, après le retour de l'émission, le château, il est pas en forme, hein. Bref, cette nouvelle saison, elle va démarrer en octobre 2022 pour finir en novembre 2022. 6 semaines, c'est court. C'est même la saison la plus courte de l'histoire de l'émission. Pour le retour, TF1, ils y sont allés un petit peu à tâtons, en mode piano. Ah, ils voulaient pas trop se mouiller, l'émission elle allait vite, c'était 2 éliminations par semaine, on n'avait pas le temps quoi. Et en plus, ils ont dû jongler avec la Coupe du Monde 2022 qui était aussi diffusée sur TF1 et c'était un peu compliqué de faire cohabiter les deux programmes. Par exemple, pour la grande finale, l'émission elle a commencé après un match à 22h. C'est un peu risqué. Bref, c'était pas gagné, mais malgré tout, ça a marché, le public il a été au rendez-vous et surtout TF1 ils ont fait un grand braquage, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire venir un public
public plutôt jeune. On avait autant des 30-quarantenaires nostalgiques des débuts que des gens qui avaient 15-20 ans et qui découvraient pour la première fois le programme. Et ce qui est pratique là avec ces cons de jeunes, la Gen Z, c'est qu'ils ont les réseaux sociaux et ils peuvent faire vivre l'émission en dehors de la télé. Et c'est ce qui s'est passé. Et le live 24-24 dispo contre un abonnement sur une plateforme numérique de TF1 a cartonné. Oui, parce que oui, c'est possible de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur du château quasiment 24 heures sur 24. C'est une télé-réalité, je vous rappelle. Hein. Vous aviez oublié déjà? Alors vous dormez? Ce petit brin de succès va rassurer TF1 qui va rapidement commander une nouvelle saison, cette fois-ci version longue, 12 semaines bien à l'ancienne. Et là aussi, ça va très bien marcher. Et surtout, cette nouvelle saison, la 11e, va recommencer à faire quelque chose que la Starac avait pas fait depuis un moment. Elle va créer des stars. Bah oui, c'est le but à la base. Hein. Les 4 derniers candidats de la saison ont tous réussi, après l'émission, à lancer leur carrière. Surtout 2 d'entre eux qui sont devenus hyper bankable sur la scène mainstream. Particulièrement Pierre Garnier, qui, un peu comme Jennifer et Grégory Le Marchal en leur temps, a complètement roulé sur toute la saison et a directement conquis le cœur du public. Mais d'un niveau, même pas 3 mois après sa sortie, il avait déjà rempli une tournée de Zénith à guichet fermé. À lui tout seul, à 21 ans, avec même pas 3 chansons. Hein. Et rebelote aussi la saison dernière avec Marine, la dernière gagnante en date, qui semble avoir un petit peu un destin similaire, même si c'est à une échelle un petit peu moindre. Bon, par contre, on n'a toujours pas de nouvelles de Anisha, la gagnante de la saison 10. On lâche rien les gars, on continue les recherches, on va la retrouver. Comment expliquer le succès de ce retour 25 ans après la diffusion originale de l'émission? En fait, ça a été un mélange assez habile entre le concept original qui marchait déjà très très bien et l'époque actuelle. L'émission a su évoluer pour s'adresser au public jeune d'aujourd'hui. Parce que vous comparez l'émission d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui, même si dans la mécanique, même si dans la forme c'est la même chose, dans le fond c'est totalement différent. Le ton général est beaucoup plus doux et bienveillant. Les candidats passent leur temps à se chier de l'amour à la gueule, et les arcs narratifs de chaque candidat sont plus basés dans un esprit un peu shonen de progression, de devenir meilleur, plutôt que de juste lister des interactions un peu bizarres entre eux, des trucs un peu forcés, machin qui fricote avec truc, bidule, machin qui s'embrouille avec machin. Ça, il y en a beaucoup moins. Après, ça reste une télé-réalité, hein, il faut pas se leurrer. Hein. Les manipulations d'images, les scènes qui sont pas montrées pour soutenir un schéma narratif, ça continue, hein, c'est pas nouveau ça. En tout cas, vu le succès, vu le nouveau public qui est attiré pour l'émission et vu la capacité du show à exister sur les réseaux sociaux et en dehors de ces canaux classiques, je peux vous dire qu'on n'a pas fini de bouffer de la Starac jusqu'à ce qu'on s'en lasse peut-être à nouveau. Mais il y a quelqu'un ici dont, à mon sens, il est absolument impossible de se lasser. La véritable star de la Star Academy, Nikos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et moi je vous laisse avec le meilleur. Bien sûr nous suivons tes orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle.